Manuel de recherche en sciences sociales, 6e édition, la deuxième partie de la recherche, la phase d'exploration, la suite. Les traits principaux de cette attitude sont les suivants. 1. L'interviewé doit s'efforcer de poser le moins de questions possible. L'entretien n'est ni un interrogatoire, ni une enquête par questionnaire. L'excès de questions conduit toujours au même résultat. L'interviewé acquiert vite le sentiment qu'il lui est simplement demandé de répondre à une série de questions précises et se dispensera de communiquer le fond de sa pensée et de son expérience. Ces réponses deviendront de plus en plus brèves et de moins en moins intéressantes. Après avoir sommairement répondu à la précédente, il attendra purement et simplement la suivante comme s'il attendait une nouvelle instruction. Un bref exposé introductif sur les objectifs de l'entretien et sur ce qui en est attendu suffit généralement pour lui donner le ton général de la conversation libre et très ouverte. 2. Dans la mesure où un minimum d'intervention est toutefois nécessaire pour recentrer l'entretien sur ses objectifs, pour en relancer la dynamique ou pour inciter l'interviewé à approfondir certains aspects particulièrement importants du thème abordé, l'interviewé doit s'efforcer de formuler ses interventions d'une manière aussi ouverte que possible. Au cours des entretiens exploratoires, il importe que l'interviewé puisse exprimer sa propre réalité, dans son propre langage, avec ses propres cadres de référence. Par des interventions trop précises et autoritaires, l'interviewé impose ses propres catégories mentales. L'entretien ne peut plus alors remplir sa fonction exploratoire car l'interlocuteur n'a plus d'autre choix que de répondre à l'intérieur de ces catégories, c'est-à-dire confirmer ou infirmer les idées auxquelles le chercheur avait déjà pensé auparavant. En effet, il est rare que l'interlocuteur rejette la manière dont le problème lui est posé, soit qu'il y réfléchisse pour la première fois, soit qu'il soit impressionné par le statut du chercheur ou par la situation d'entretien. 3. A fortiori, l'interviewé doit s'abstenir de s'impliquer lui-même dans le contenu de l'entretien, notamment en s'engageant dans des débats d'idées ou en prenant position à l'égard de propositions du répondant. Même l'acquiescement doit être évité car, si l'interlocuteur s'y habitue et y prend goût, il interprétera par la suite toute attitude de réserve comme le signe d'une désapprobation. Bref, les caractéristiques principales de l'attitude à adopter au cours d'un entretien exploratoire sont les suivantes. Pour ce point et les suivants, on s'appuie principalement sur des RUQUA, situations d'entretien et stratégie de l'interviewé, Inel Albarello et al. Pratique et méthode de recherche en sciences sociales, Paris, Armand Collin, 1995, p. 59 à 82. Adopter une attitude de neutralité bienveillante. Être aussi peu directif que possible et donc poser le moins de questions possible tout en veillant à poursuivre les objectifs de l'entretien. Reconnaître à l'interviewé une compétence réelle, lui montrer qu'on vient apprendre auprès de lui et le laisser maître du choix de ses propos, bref le placer en position haute, voire pégrel, les récits de vie, Desmarais et pégrel, d'hier, les récits de vie. Théorie, méthode et trajectoire type, Montréal, édition Saint-Martin, 1986, p. 151 à 176. Accepter inconditionnellement ses propos comme une perception légitime des problèmes et des situations étudiées, sans lui imposer les catégories mentales de l'interviewé, ni prendre part à un débat d'idées avec lui. On verra ci-dessous comment concrétiser ces principes généraux de l'entretien exploratoire. C. Le contexte de l'entretien. Le contexte dans lequel se déroule l'entretien peut influencer considérablement son déroulement et son contenu. Le cadre spatio-temporel doit favoriser l'expression de la personne interviewée, ce qui suppose qu'il convienne à l'objet d'étude et réponde à certaines exigences techniques comme l'isolement, le calme et la discrétion, de sorte que l'interviewé se sente à l'aise. Dans tous les cas, il s'agit de réduire autant que faire se peut les potentielles sources de distraction pour les interlocuteurs et d'éviter que des intrus puissent saisir les propos échangés, mais parfois il en va aussi des conditions nécessaires au respect de l'anonymat de l'interviewé. Le moment de l'entretien doit être bien choisi afin de disposer de suffisamment de temps. Il est important d'informer l'interviewé de ses exigences et de l'avertir de la durée probable de l'entretien, pour éviter d'être interrompu par des visites intempestives ou des coups de téléphone et de devoir précipiter les choses, faute de temps. Une interview exploratoire dure facilement 1 heure, souvent davantage. Il n'est d'ailleurs pas rare que, passionnée par son sujet et se trouvant bien avec l'interviewé, la personne interviewée accepte ou manifeste son désir de prolonger l'entretien au-delà de la limite convenue au départ. Tout aussi important est le rapport social entre l'interviewé et l'interviewé. Surtout s'ils sont importants,
les écarts en termes de classe sociale, par exemple si l'un est de classe bourgeoise et l'autre de classe populaire, de statut hiérarchique et de fonction, par exemple si l'un est un étudiant en gestion et l'autre un directeur de grande entreprise, de genre. Par exemple si l'un est un homme et l'autre une femme entre lesquels s'instaure une attirance à sens unique ou à double sens, d'âge, par exemple si l'un des deux est jeune et l'autre âgé, de conviction. Philosophique, par exemple si l'un est croyant très engagé et l'autre un militant de la laïcité, affecte la relation d'entretien avec des effets potentiellement déterminants comme, entre autres, l'autocensure de l'interviewé ou au contraire son désir d'étaler avec complaisance sa vie personnelle, un profil bas ou au contraire l'envie de faire la leçon à l'interviewé. On ne peut qu'encourager le chercheur à s'interroger sur les relations de pouvoir, souvent asymétriques, mais pas à sens unique, qui pèsent sur les interactions. De même qu'on peut attendre de lui qu'il accorde une attention particulière aux populations vulnérables. Le chercheur doit être lucide à propos de ce que ces paramètres peuvent induire et s'efforcer de présenter à l'interviewé une attitude sereine d'écoute et de neutralité bienveillante, favorable à l'instauration d'un climat de travail dans la confiance et la franchise. Plus l'écart entre l'interviewé et l'interviewé est grand, plus l'un et l'autre devront expliciter leurs pensées de manière à se faire bien comprendre, Rucois, aussi, p. 70 à 71. Dernière dimension de contexte à prendre en compte. L'entretien représente une interaction inhabituelle et très particulière qui nécessite de créer un mode de communication adapté dans lequel la personne interviewée peut se sentir à l'aise. Deux questions pratiques se posent ici, celle de l'enregistrement et celle de la prise de notes. L'enregistrement des entretiens est indispensable. À défaut, le chercheur perdrait vite la plus grande partie de leur contenu et n'aurait pas l'esprit disponible pour les conduire correctement, avec toute la concentration requise. Un petit enregistreur impressionne peu les répondants qui, après quelques minutes, n'y prêtent habituellement plus attention. L'enregistrement est bien entendu subordonné à l'autorisation préalable des interlocuteurs. Mais celle-ci est généralement accordée sans réticence lorsque les objectifs de l'entretien sont clairement présentés et lorsque l'interviewé s'engage, primo, à respecter leur anonymat, secondo, à conserver lui-même les enregistrements, à les garder dans un lieu sécurisé le temps nécessaire, et à les effacer dès qu'ils auront été analysés. La prise de notes systématique en cours d'entretien nous semble en revanche à éviter autant que possible. Elle distrait aussi bien l'interviewé que l'interviewé, qui ne peut s'empêcher de considérer l'intensité de la prise de notes comme un indicateur de l'intérêt que son interlocuteur porte à sa conversation. En revanche, il est très utile et sans inconvénient de noter de temps à autre quelques mots destinés simplement à structurer l'entretien, points à éclaircir, questions sur lesquelles il faut revenir, thèmes qui restent à aborder, etc. D. Le premier contact. La première difficulté rencontrée par le chercheur est de convaincre les interviewés potentiels d'accepter de se prêter à l'entretien et de vaincre leurs réticences éventuelles. Car il s'agit bien de convaincre et non de faire pression. Comme on l'a vu dans le point précédent, la distance culturelle et sociale entre le chercheur et la personne interviewée peut constituer d'emblée un obstacle difficile à franchir. Si la personne refuse, il est toujours utile de s'interroger sur ses raisons, qui peuvent relever de divers registres, antipathie ou méfiance à l'égard de l'interviewé, désintérêt pour le thème ou crainte à son égard, rumeurs circulant dans son milieu sur la recherche entamée par le chercheur. Ces indications peuvent se révéler précieuses pour la suite de la recherche, tant pour le succès des démarches méthodologiques ultérieures, notamment les entretiens suivants, que pour le contenu même du travail. En effet, les réactions des personnes sollicitées peuvent révéler des choses intéressantes et substantielles sur les phénomènes étudiés, par exemple sur les représentations des acteurs concernés ou sur les tensions entre eux, Rucois, aussi, p. 73 à 76. L'attention à ces indications et réactions relève de ce qu'on appelle l'enquête, sur laquelle nous reviendrons dans l'étape de conclusion. D'une façon ou d'une autre, le chercheur doit présenter sa recherche à la personne qu'il contacte. S'il peut y avoir débat sur le degré de précision à adopter pour cette présentation, le risque de biais au niveau des données récoltées entrant en balance avec le droit des interviewés à être informés, l'explicitation des objectifs de la recherche et de son dispositif méthodologique s'impose, sans quoi il ne peut tout simplement pas y avoir de consentement éclairé à la participation de la part de la personne interviewée. Lors de ce premier contact, le chercheur portera une attention particulière aux personnes vulnérables en raison de leur capacité cognitive, de leur état psychologique, de leur situation de dépendance affective, relationnelle, économique ou sociale, du fait qu'elles sont disqualifiées socialement ou pour toute autre raison.
Il devra s'assurer que l'interviewé comprend parfaitement les désagréments ou les risques éventuels à participer, sans nourrir d'attentes irréelles ou mal placées, comme une contrepartie à la participation. Pour être convaincant, l'interviewé doit croire lui-même en l'intérêt de l'étude qu'il mène et le montrer. Il doit donner les raisons pour lesquelles la personne a été retenue parmi les interviewés et indiquer en quoi sa contribution est particulièrement précieuse. Il doit préciser l'utilisation qui sera faite des résultats et répondre aux éventuelles questions et objections de l'interviewé. Les interviewés ont en effet bien le droit d'avoir des réticences et de recevoir des explications claires et honnêtes sur la recherche en cours. C'est au cours de cet échange que seront précisées les modalités d'une éventuelle compensation financière ou autre, surtout dans les milieux où cette pratique tend à se diffuser, afin d'éviter tout quiproquo à ce sujet. Enfin, l'interviewé demandera l'autorisation d'enregistrer l'entretien en précisant bien l'usage qui sera fait de l'enregistrement. Bref, il doit susciter un climat de confiance. Le chercheur augmentera ses chances de succès s'il prépare ses explications avec soin et sait se présenter et se comporter d'une manière qui traduit son impartialité et son respect pour l'interviewé potentiel, notamment en étant à l'heure au rendez-vous et en accueillant correctement la personne si l'interview se déroule dans son propre bureau, rue quoi, aussi, P76. B. La conduite de l'entretien. Ayant bien saisi les objectifs et les principes de l'entretien exploratoire, ayant réussi à convaincre l'interviewé potentiel d'accepter l'entretien, il reste maintenant à passer à l'action. L'entretien débutera par un rappel du cadre, c'est-à-dire des conditions qui, implicitement ou explicitement, ont été présentées, négociées et acceptées lors du premier contact. À ce moment, le chercheur vérifiera une nouvelle fois que l'interviewé comprend parfaitement les termes de ce cadre relationnel et qu'il participe volontairement à l'entretien. De plus en plus d'instances nationales ou internationales, de même que des associations professionnelles, imposent que le consentement soit consigné sur un formulaire présentant de façon détaillée les objectifs, le dispositif méthodologique et la façon dont la réglementation relative à la protection de la vie privée est prise en compte. Si une telle formalisation du consentement n'est pas exigée ou est impossible à obtenir dès lors qu'elle générerait une méfiance ruinant la relation d'entretien, pensons par exemple à une recherche menée auprès de personnes en situation illégale dans le pays, cela ne dispense nullement le chercheur de s'assurer que le consentement est libre et éclairé et que la personne interviewée a bien compris qu'elle peut retirer ce consentement à tout moment sans conséquences négatives pour elle et sans devoir se justifier. Pour l'entretien proprement dit, le chercheur aura préalablement rédigé un guide d'entretien reprenant non pas des questions précises nous avons vu pourquoi, mais seulement l'ensemble des points à aborder. Ces points ne doivent pas être abordés dans un ordre préétabli puisque c'est en grande partie la personne interviewée qui pilotera son propre entretien. Au fil de ses propos, elle parlera spontanément de certains points sans que le chercheur ait à le lui demander. Le guide d'entretien est essentiellement un aide-mémoire pour l'interviewé, qui peut ainsi vérifier de temps à autre quels sont les points qui restent à aborder, rue quoi, aussi, P76 à 78. Comme il faut bien démarrer par une première question, celle-ci touchera au thème et ou à la situation de la personne interviewée. Elle appellera d'emblée une réponse à caractère narratif et ou qui implique quelques développements. Par exemple, pourriez-vous me parler de votre fonction dans cette association, ou entreprise ou institution ? En quoi consiste votre travail ? Comment se déroulent vos collaborations avec vos collègues ? À quelle occasion avez-vous été confronté pour la première fois à tel ou tel problème ? Pourriez-vous me raconter comment les choses se sont passées ? Quand les pouvoirs publics ont pris telle décision, quelles ont été les réactions dans votre quartier ? La question initiale détermine la suite de l'entretien et en donnera le ton. À partir d'elle, la personne interviewée percevra s'il est attendu d'elle qu'elle parle principalement de ses pratiques concrètes ou de ses idées, de la manière dont une situation peut être décrite objectivement ou de la manière dont elle est subjectivement vécue par ceux qui l'expérimentent, rue quoi, aussi, P78. Dès que l'entretien a démarré, les interventions suivantes de l'interviewé seront de nature à faciliter l'expression libre de l'interviewé. Pour cette raison, on les nomme couramment des relances. Si je comprends bien, vous voulez dire que... Ou que voulez-vous dire exactement par... Pour faire préciser une idée ? Oui, pour manifester l'attention et l'intérêt que l'on porte à ce que dit le répondant et pour l'inciter à poursuivre. Vous me disiez tout à l'heure que... Pouvez-vous préciser ? Pour revenir sur un point qui mérite d'être approfondi. Vous avez évoqué l'existence de deux aspects de ce problème.
Vous avez développé le premier, quel est le second? Pour revenir sur un oubli, volontaire ou non. Nous n'avons pas encore parlé de « Pouvez-vous me dire comment vous voyez ?» pour aborder un autre aspect du sujet. Dans le même esprit, il ne faut pas craindre les silences. Ils effraient toujours l'interviewé débutant, aux yeux de qui quelques secondes semblent une éternité. Quelques petites pauses dans un entretien peuvent permettre au répondant de réfléchir plus calmement, de rassembler ses souvenirs, de contrôler une émotion, surtout, de se rendre compte qu'il dispose d'une importante marge de liberté. Vouloir combler frénétiquement le moindre silence est un réflexe de peur et une tentation aussi courante que néfaste car elle conduit à multiplier les questions et à étouffer l'expression libre. Ces silences ne sont pas des vides, il s'y passe beaucoup de choses dans la tête de celui que l'on interviewe, surtout si le thème le touche de près et intimement. Bien souvent, il hésite à en dire davantage. Il convient alors de l'encourager par un sourire ou par toute autre attitude très réceptive, car ce qu'il dira juste après ce silence peut être essentiel, Rucois, aussi, p. 79. Les silences sont aussi l'occasion, pour le chercheur lui-même, de réfléchir à ce qu'il a entendu précédemment, de se poser à lui-même de bonnes questions et de penser à l'une ou l'autre hypothèse qu'il cherchera à tester à la faveur de questions ultérieures, telles que les suivantes. Si je résume votre point de vue, je dirais que... Vous ai-je bien compris? Il me semble que tout à l'heure vous disiez autre chose que maintenant à ce sujet. Je ne comprends pas bien. N'y a-t-il pas une contradiction? Il y a quelque chose qui m'échappe dans votre analyse, à savoir que... Pourriez-vous m'éclairer davantage? Je constate que votre analyse rejoint fortement celle de tel autre type d'acteur et s'oppose tout aussi fortement à celle de tel autre type d'acteur. Y voyez-vous une explication? Au fur et à mesure que l'entretien approche de son terme, le chercheur doit consulter son guide d'entretien afin de vérifier si tous les points importants ont bien été abordés. Il doit également se demander si la personne interviewée a pu s'exprimer comme elle l'entendait, s'il a l'impression que ce n'est pas le cas, redoubler d'inventivité pour qu'elle puisse le faire. Si le chercheur a besoin d'informations factuelles plus concrètes ou plus personnelles, portant par exemple sur l'âge de l'interviewé, ses pratiques religieuses éventuelles, ses revenus, ses convictions intimes ou sa vie privée, mieux vaut poser en fin d'entretien les questions nécessaires car elle apparaîtrait intrusive et pourrait embarrasser, voire braquer l'interviewé si elle lui était posée en début d'entretien. En fin d'entretien, une bonne habitude est de demander à l'interviewé s'il pense encore à un aspect du problème ou à une information qui n'aurait pas été abordée. Après l'avoir remercié, on peut également lui demander, si nécessaire, s'il accepterait, le cas échéant, une seconde rencontre lorsque la recherche sera plus avancée, Rucois, aussi, p. 80 à 81. On voit ici que le respect du cadre négocié lors du premier contact par le chercheur lui-même, en plus de satisfaire une exigence éthique, lui permet d'entretenir une bonne relation avec ses interlocuteurs, avec son terrain, ce qui en fait alors un outil méthodologique. F. L'apprentissage de l'entretien exploratoire. L'apprentissage de la technique de l'entretien exploratoire doit obligatoirement passer par l'expérience concrète. Si votre intention est d'utiliser cette technique et de vous y former, le meilleur moyen consiste à analyser vos premiers entretiens de manière détaillée, de préférence avec quelques collègues qui porteront sur votre travail un regard moins partial que le vôtre. Voici une manière de procéder à cette auto-évaluation. Écoutez l'enregistrement et interrompez le déroulement de la bande après chacune de vos interventions. Analysez chaque intervention. Était-elle indispensable? N'avez-vous pas interrompu votre interlocuteur sans motif majeur alors qu'il s'était bien engagé dans l'entretien? N'avez-vous pas cherché à mettre un peu trop vite un terme à un silence de quelques secondes seulement? Après avoir discuté chaque intervention, poursuivez l'écoute de l'enregistrement pour examiner la manière dont votre interlocuteur a réagi à chacune de vos interventions. Celles-ci l'ont-elles amené à approfondir ses réflexions ou son témoignage ou, au contraire, ont-elles induit une réponse courte et technique? Vos interventions n'ont-elles pas suscité un débat d'idées entre votre interlocuteur et vous-même et compromis, dès lors, les chances d'une réflexion et d'un témoignage sincère de la part de votre interlocuteur? Au terme de l'écoute, évaluez votre comportement général. Vos interventions n'étaient-elles pas trop fréquentes ou trop directives? Avez-vous le sentiment d'un entretien souple, ouvert et riche sur le plan du contenu? Quel est finalement votre bilan global et quels sont, dans votre pratique, les points faibles qui demandent à être corrigés?
Vous observerez bien vite qu'un même comportement de votre part face à des interlocuteurs différents ne conduit pas forcément au même résultat. Le succès d'un entretien dépend de la manière dont fonctionne l'interaction entre les deux interlocuteurs. Un jour, votre interlocuteur sera très réservé, le lendemain, il sera particulièrement bavard et vous éprouverez toutes les peines du monde à l'empêcher de parler de n'importe quoi. Un autre jour, vous aurez beaucoup de chance et vous penserez peut-être à tort que l'entretien exploratoire est une technique que vous maîtrisez bien. En tout état de cause, ne rejetez pas trop vite sur votre interlocuteur la responsabilité de la réussite ou de l'échec de l'entretien. Les recommandations qui ont été faites plus haut constituent des règles générales qu'il faut s'efforcer de respecter. Mais chaque entretien n'en reste pas moins un cas d'espèce au cours duquel l'interviewé doit adapter son comportement avec souplesse et à propos. Seule la pratique peut apporter le flair et la sensibilité qui font le bon interviewé. Enfin, il faut souligner qu'une attitude de blocage systématique ou sélectif de la part de votre interlocuteur constitue souvent une indication en elle-même qui demande à être interprétée comme telle. 3.3 L'exploitation des entretiens exploratoires. Ici, 3 points de vue sont à prendre en considération: le discours en tant que source d'information, le discours en tant que processus et le discours en tant qu'interaction. Le discours en tant que source d'information. Les entretiens exploratoires n'ont pas pour fonction de vérifier des hypothèses, ni de recueillir ou d'analyser des données précises, mais bien d'ouvrir des pistes de réflexion, d'élargir les horizons de lecture et de les préciser, de prendre conscience des dimensions et des aspects d'un problème auquel le chercheur n'aurait sans doute pas pensé spontanément, à partir de la connaissance et des représentations qu'ont les acteurs des phénomènes étudiés. Ils permettent aussi de ne pas se lancer dans de faux problèmes, produits inconscients de nos préjugés et prénotions. Les divergences de points de vue entre les interlocuteurs sont toujours intéressantes et faciles à repérer. Elles peuvent faire apparaître des enjeux insoupçonnés au départ et donc aider le chercheur à élargir son horizon et à poser le problème aussi judicieusement que possible. Les divergences et contradictions s'imposent à nous comme des données objectives. Nous ne les inventons pas. Dès lors, on comprendra que l'exploitation des entretiens exploratoires peut être menée de manière très ouverte, sans utilisation de grilles d'analyse précises. La meilleure manière de s'y prendre consiste sans doute à écouter et à réécouter les enregistrements les uns après les autres, à noter les pistes et les idées, à mettre en évidence les contradictions internes et les divergences de points de vue, et à réfléchir à ce qu'ils pourraient bien révéler. Au cours de ce travail, il faut être attentif aux moindres détails qui, ni en relation avec d'autres, peut mettre au jour des aspects cachés mais importants du problème. Le discours en tant que processus. L'entretien non directif vise à amener l'interlocuteur à exprimer son vécu ou la perception qu'il a du problème auquel le chercheur s'intéresse. Ce dernier doit chercher à saisir aussi finement que possible les représentations des personnes interviewées ainsi que les ressorts de leurs actions et comportements. Souvent, c'est la première fois que le répondant est amené à s'exprimer sur le sujet. Il devra donc réfléchir, rassembler ses idées, y mettre de l'ordre et trouver les mots, plus ou moins, adéquats pour, finalement, exprimer son point de vue. Les uns y arrivent assez facilement parce qu'ils sont habitués à ce genre d'exercice, pour d'autres, ce sera plus difficile. Ils commenceront des phrases qui n'achèveront pas pour de multiples raisons, manque de vocabulaire, points de vue contradictoires qui s'affrontent dans leur esprit, informations qu'ils croient dangereuses de révéler, sentiments que l'interviewé ne comprend pas ou réagit négativement, etc. Dans ce cas, la réponse sera chaotique, décousue et parfois marquée par des virages que la logique a bien du mal à suivre, mais qui peuvent être révélateurs. Ceci nous amène à considérer la communication résultant de l'entretien comme un processus, plus ou moins pénible, d'élaboration d'une pensée et non comme une simple donnée. Le discours en tant qu'interaction. Ce processus du discours se déroule dans une interaction entre deux personnes, la personne interrogée et le chercheur. Ce dernier n'est pas un élément neutre qui enregistrerait les propos de son interlocuteur comme le ferait une machine. Le discours du répondant ne serait pas exactement le même s'il avait affaire à un autre chercheur, avec une autre personnalité et sans doute d'autres réactions. Même s'il veille à rester aussi respectueux et aussi neutre que possible, le chercheur qui mène l'entretien reste fondamentalement intéressé. Il fera de son mieux pour que l'entretien se déroule dans une bonne atmosphère, aille jusqu'à son terme, apporte les informations attendues et lui permette d'avancer dans son propre projet de recherche. Au fur et à mesure de l'entretien,
En écoutant son interlocuteur, il se posera de nouvelles questions, élaborera silencieusement des hypothèses, envisagera des pistes auxquelles il n'avait pas songé plus tôt, il lancera des ballons d'essai et cherchera à attirer son interlocuteur sur les sujets qui lui sembleront les plus féconds pour sa propre recherche. Son interlocuteur le lui rendra bien lorsqu'il tentera d'amener l'entretien sur son propre terrain, celui où il se sentira le plus à l'aise, voire valorisé. Parfois, il cherchera à faire plaisir au chercheur en lui disant ce qu'il croit que ce dernier aimerait entendre. Ou encore, en quête de compréhension pour ses problèmes personnels, le répondant pourra se comporter avec le chercheur comme avec un confident bienveillant à qui il peut livrer son désarroi. Ou enfin, se sentant en position de force, il pourra chercher à en imposer à son interlocuteur, à lui en mettre plein la vue et à le rallier à ses propres convictions et intérêts. Un entretien d'enquête est un processus d'interaction complexe. Derrière l'apparence d'une aimable conversation se joue souvent, entre les interlocuteurs, une partie riche de jeux d'influence et de pouvoir, de séduction et de répulsion, de désir et de peur, de malentendus aussi. Pratiquement, ceci signifie que le chercheur ne peut analyser le contenu et le déroulement d'un entretien sans tenter de décrypter ce qui s'est joué et ce qui s'est passé dans son interaction avec le répondant. Pour être au clair avec autrui, il faut être au clair avec soi-même. C'est sans doute ici que le travail d'équipe prend tout son intérêt, car les collègues peuvent, souvent mieux que l'intervieweur lui-même, saisir avec le recul nécessaire ce qui s'est joué dans une interaction dans laquelle ils n'étaient pas eux-mêmes impliqués et en dégager des enseignements précieux sur l'objet même de la recherche. Il faut toutefois garder à l'esprit que, dans la phase exploratoire d'une recherche, l'analyse de contenu a une fonction essentiellement heuristique, c'est-à-dire qui sert à la découverte d'idées et de pistes de travail qui seront concrétisées plus loin par les hypothèses. Elle aide le chercheur à éviter les pièges de l'illusion de la transparence et à découvrir ce qui se dit derrière les mots, entre les lignes et à travers les stéréotypes. Elle lui permet de dépasser, au moins dans une certaine mesure, la subjectivité de ses propres interprétations. Toutes les recherches exploratoires ne nécessitent pas une analyse de contenu systématique, loin s'en faut. De plus, il n'existe pas de méthode d'analyse de contenu qui convienne pour tous les types de recherches. Selon l'objet de l'étude, l'entretien produira des discours ou communications dont les contenus peuvent être tellement différents que leur exploitation exigera des méthodes différentes. L'essentiel ici est de ne pas oublier que nous proposons les entretiens comme moyen de rupture et comme ressource pour construire la problématique de recherche, mais qu'ils peuvent aussi bien conduire au renforcement des préjugés s'ils sont effectués, en touriste, et exploités superficiellement. Il est donc vital, pour la recherche, de féconder les entretiens par des lectures et réciproquement, car c'est de leur complémentarité que résultera la problématique de recherche. 4. La place des méthodes exploratoires dans le processus de recherche. La lecture et l'entretien exploratoire sont les deux principaux dispositifs exploratoires. Dans le schéma classique du processus de recherche, ils doivent précéder les étapes consacrées à l'investigation plus approfondie et systématique de l'objet de recherche. Il s'agit en effet de ne pas se lancer tête baissée dans la mise en œuvre des tâches suivantes, comme le choix d'un échantillon, la mise en route d'un dispositif méthodologique plus lourd et le recueil d'un matériau empirique nettement plus important. Avec certaines méthodes, comme l'enquête par questionnaire, dès que le dispositif est lancé, il est impossible de faire marche arrière et les erreurs ou oublis se paient cher. L'approche consistant à distinguer nettement la phase exploratoire des étapes suivantes de la recherche et à lui associer des lectures et des entretiens doit être nuancée sur 2 points. 4.1 Les méthodes exploratoires complémentaires. Dans la pratique, il est rare que les entretiens exploratoires ne soient pas accompagnés d'un travail d'observation ou d'analyse de documents. Par exemple, lors d'un travail sur la situation des musées à Bruxelles et en Wallonie, l'un d'entre nous a été amené à rencontrer de nombreux conservateurs. Comme les entretiens se déroulaient généralement dans les musées mêmes, il n'a évidemment pas manqué de les visiter et d'y revenir afin de se rendre compte par lui-même de leur atmosphère, de leur conception didactique ou de la manière dont les visiteurs du moment s'y comportaient. De plus, ses interlocuteurs institutionnels lui ont remis des documents sur leur propre musée ou sur le problème général qui les préoccupait. Bref, entretiens, observations et consultations de documents divers vont souvent de pair au cours du travail exploratoire. Dans les 3 cas, les principes méthodologiques sont fondamentalement les mêmes. Laisser courir son regard sans s'obstiner sur une piste unique, écouter tout autour de soi sans se contenter d'un seul message, se laisser pénétrer par les ambiances,
et chercher à discerner les dimensions essentielles du problème étudié, ses facettes les plus révélatrices, par suite, les modes d'approche les plus éclairants. L'exploitation de ce travail consiste alors à lire et à relire les notes prises au fur et à mesure afin d'en dégager les pistes d'investigation les plus intéressantes. Nous reviendrons plus loin sur les méthodes d'observation. L'intérêt de conjuguer plusieurs méthodes est de faire des liens entre les faits ou propos que chacune apporte et de les croiser en vue de dégager les perspectives de recherche les plus intéressantes. 4 points de continuité entre la phase exploratoire et les étapes suivantes. Dans une démarche déductive, telle que présentée ici, l'exploration constitue une étape en tant que telle, qui a une consistance certaine et dont on ne peut pas faire l'économie, surtout si l'on envisage de mettre en œuvre par la suite un dispositif de recherche où il est difficile de revenir en arrière, par exemple appuyé sur une enquête par questionnaire. Dans une démarche inductive, cette étape tend à se limiter au strict minimum, quelques lectures préalables, une ébauche d'échantillonnage, quelques entretiens en guise de test, de façon à ce que le chercheur s'engage le plus vite possible dans le cœur de son travail. Une telle option pose évidemment moins de problèmes lorsque le dispositif méthodologique est souple et réversible, par exemple dans l'entretien compréhensif, tel que conçu par Jésus-Christ. Kaufmann, L'entretien compréhensif, Paris, Nathan, 1996, p. 38 à 39. C'est pourquoi cet auteur suggère de ne pas trop prolonger la phase exploratoire. La recherche de Howard Becker sur les musiciens de jazz et les fumeurs de marijuana, Outsider, étude de sociologie de la déviance, Paris, Métellier, 1985, est un exemple classique de démarche inductive où il n'y a pas, à proprement parler, de phase exploratoire. Becker y applique ce qu'il appelle l'induction analytique ici. Cette méthode consiste à formuler, après quelques entretiens individuels, une hypothèse capable de rendre compte des phénomènes observés, par exemple les changements qui s'effectuent dans l'expérience des apprentis fumeurs et qui les conduisent à persévérer ou non. Chaque fois qu'un nouveau cas, apparu dans un nouvel entretien, ne confirme pas l'hypothèse, Becker la reformule pour qu'elle concorde avec ce nouveau cas problématique. Il y a donc un aller-retour constant et une intégration étroite entre le travail empirique, les entretiens, et le travail théorique, les hypothèses. D'autres auteurs qui optent également pour une démarche inductive, notamment R. Sauver, les méthodes d'entretien en sciences sociales, Paris, Duno, 2013, insistent néanmoins sur l'importance des entretiens exploratoires pour diverses raisons, la nécessaire familiarisation avec le terrain, l'entraînement à la pratique de l'entretien, le test de pistes de recherche, l'élaboration progressive de la problématique. Nous reviendrons plus loin sur les scénarios de recherche non linéaires et en donnerons un exemple dans la seconde application concrète en fin de volume. La décision de donner ou non une place importante à l'exploration dépend également, pour une large part, de l'expérience du chercheur. Au moment où il entame une nouvelle recherche, un chercheur aguerri démarre à un stade très différent de celui d'un chercheur débutant, il maîtrise parfaitement un ensemble de ressources théoriques, il a lu énormément au cours de sa carrière, il a déjà réalisé des centaines d'entretiens, il a, comme on dit, du métier, ce qui lui permet plus facilement de se dispenser éventuellement d'une étape exploratoire consistante. Ceci n'est pas vrai pour un chercheur débutant qui entame sa recherche fort désarmé. Lui conseiller de procéder prudemment, de s'informer correctement, de prendre un premier contact avec son terrain s'il le connaît peu au départ, de procéder à un premier tour de piste, de réfléchir à sa problématique et d'évaluer cette expérience avant d'engager plus avant toutes ses forces et ressources dans l'aventure n'est certainement pas un luxe et lui évitera peut-être d'aller d'emblée au casse-pipe. Enfin, les enseignements de la phase exploratoire peuvent être déterminants pour le choix des méthodes de collecte et d'analyse des informations mises en œuvre dans les étapes suivantes. Dans de nombreux cas en effet, une exploration préalable du sujet évite d'opter trop vite et exclusivement pour une méthode, comme l'entretien compréhensif, qui n'est pas forcément la plus adéquate, ni suffisante à elle seule, voire les étapes 5 et 6. Bref, dans un manuel de formation, pour des raisons tant pédagogiques que pratiques, nous préférons nous en tenir à une forme de classicisme méthodologique en distinguant clairement entre les différentes étapes et en insistant sur l'importance de ne pas bâcler la phase exploratoire. Ce n'est qu'après avoir appris à maîtriser les différentes étapes et les règles de base que le chercheur pourra prendre, à ses risques et périls, une plus grande liberté à leur égard.